Nous sommes maintenant en compagnie de Maxime Vivas. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors vous êtes écrivain, journaliste, et vous écrivez notamment pour le site internet Le Grand Soir. Alors vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Les Déchirures, est sorti aux éditions Goliath, et il parle du suicide et de la souffrance au travail. Alors nous allons maintenant parler du Venezuela, puisque comme nous venons de le voir, le Venezuela se retrouve maintenant avec deux présidents. C'est une situation qu'on a déjà vue par le passé, il y a 6 ans notamment, 7 ans, en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y avait deux présidents, le premier qui avait été élu et qui était en place et qui était au pouvoir, aux manettes du pays, qui était Laurent Gbagbo, et un deuxième président dont on a dit qu'il a été également élu, mais ce on, c'était la fameuse communauté internationale qui regroupe essentiellement des pays de l'OTAN, et donc la France a soutenu Ouattara jusqu'à dégager Manu Militari, Laurent Gbagbo. Donc on espère pour Maduro qu'il ne va pas lui arriver la même chose. Ma première question sera toute simple. Quels sont les pays qui soutiennent Maduro, le président élu, et quels sont les pays qui soutiennent Juan Guaido, le président autoproclamé? Alors, on peut dire qu'à ce jour, les pays, si l'on prend les pays qui sont membres de l'ONU, il y en a 193, on peut dire que pratiquement tous, à peu près 180, soutiennent le président Maduro et ne reconnaissent pas le putsch. Parmi les pays qui soutiennent le putschiste Juan Guaido, il y a bien sûr les États-Unis qui sont à la manœuvre, il y a le Brésil qui maintenant est dirigé par, on le sait, par un fasciste Bolsonaro, il y a la Colombie bien sûr qui est l'ennemi très traditionnel du Venezuela, et puis quelques pays membres de l'Organisation des États américains, mais en tout ça ne fait même pas 15 pays sur 193. Alors donc, quand on dit que la communauté internationale est divisée, comme je l'entends dire quelquefois, la communauté internationale n'est pas divisée du tout, il y a simplement une poignée de pays qui soutiennent le putsch, et puis même l'Union européenne dans cette affaire-là n'est pas très claire. Il a fallu que notre président Macron, lui, fasse une déclaration un petit peu extrémiste, mais sinon, tout ça est un peu de l'expectative, et je crois pouvoir dire que je vois déjà une sorte de rétro-pédalage, puisque il y a quelques jours on parlait vraiment de putsch, aujourd'hui on commence à parler de crise, puisqu'il s'avère que l'armée a été fidèle au président élu Maduro, et que par conséquent le putschiste a de fortes chances de devoir rentrer dans sa maison, ou peut-être, j'espère d'ailleurs, dans une prison. Mmh. Alors on a vu effectivement Donald Trump reconnaître très très rapidement Juan Guaido comme président légitime. Mais alors quid du droit international dans la position de Macron et de Trump? Est-ce qu'ils sont respectueux d'après vous du droit international? Il n'y en a pas, c'est la raison du plus fort. C'est ça qui prime malheureusement. Si vous prenez le cas de Maduro, qui a été élu le 30 mai 2018, il a été élu avec une proportion de votants assez importante, dont on rêverait en France, qui était de 46%, et il a eu au premier tour 30,5% des voix, il n'y a qu'un tour. Voilà. Donc il a été mieux élu que Trump ou notre président Macron. Donc ce n'est pas un président illégitime. Il a été élu dans des conditions de clarté électorale, puisque toutes les élections au Venezuela, vous le savez sans doute, depuis que Chavez est arrivé au pouvoir, sont contrôlées par des organismes internationaux, dont la Fondation Carter, l'ancien président des États-Unis, et qui dit que le système électoral au Venezuela est le meilleur du monde. Donc l'élection est tout à fait dans les règles, le président est tout à fait légitime, et ce qui se passe, c'est un coup d'État sur place, comme il y en a déjà eu un en 2002 contre Chavez, mais je pense que dire que Maduro est un dictateur, c'est vraiment faire un contresens, ou enfin faire une sorte de propagande terrible, parce qu'en fait, s'il y a un président en Amérique latine qui est un président démocrate et qui fonctionne dans un pays fort démocrate, eh bien c'est bien lui. Il faut voir, moi je suis allé plusieurs fois au Venezuela, il faut voir quand même que l'essentiel, pratiquement toute la presse au Venezuela est anti-bolivarienne, c'est une presse d'opposition. Et quand je dis opposition, je suis gentil, parce qu'il faudrait dire une presse de droite, voire d'extrême droite. La plupart des journaux qui paraissent au Venezuela ne seraient pas tolérés en France. Et encore une fois, je leur dis, Juan Guaido, s'il était en France, là, ou aux États-Unis, s'il avait fait chez nous
en prison déjà. Alors justement, ce Juan Guaido, quel âge, il a 35 ans, il est tout jeune. Quel est son parcours? Quel est son positionnement politique? Bien, c'est quelqu'un qui est député, qui est président de l'Assemblée nationale. Hein, voilà, donc son parcours politique, c'est ça. Il est jeune, il n'a pas un très long parcours, comme notre président Macron n'a pas un très long parcours. Mais c'est quelqu'un qui apparemment est ambitieux et qui manque de maturité politique, parce qu'il a peut-être cru qu'en se proclamant président par intérim, ça allait marcher. Malheureusement, vous avez vu sans doute que le peuple est descendu dans la rue en masse pour protester. Vous avez vu que l'armée est fidèle à Maduro. Moi, j'avais vu il y a 2 ans à Caracas le ministre de la Défense. J'avais assisté à un de ses discours dans un amphithéâtre d'un théâtre. Il y avait là les principaux dirigeants du Venezuela et puis aussi les principaux officiers de l'armée, de différents corps d'armée. Il a fait un discours enflammé pour dire que l'armée était au service du gouvernement et qu'il n'y aurait plus de putsch militaire, que l'armée ne tirerait contre sur le peuple comme elle l'avait fait dans le passé, ou comme c'est la mode dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Donc je pense que le putschiste n'avait pas compris que l'armée n'allait pas le suivre, et n'avait pas compris aussi que la foule serait avec le président Maduro. Et moi je suis un petit peu aussi agacé quand je l'ai vu encore ce matin sur une vidéo, quand je vois une vidéo du journal Le Monde qui présente la situation et qui illustre la protestation contre Macron avec des images d'une manifestation qui est pour Macron. En fait, là, il y a un mensonge et honté. Donc, sur le Venezuela, vous savez, on a tellement dit que Chavez et Maduro étaient des dictateurs que, voilà, au bout d'un moment, on martèle, les gens vont finir par le croire, mais tous deux sont des démocrates. Alors justement, vous devancez ma prochaine question. Que répondez-vous à ceux qui disent que si le pays est dans une situation catastrophique, c'est d'abord parce que Hugo Chavez a dilapidé la manne pétrolière sans réformer le pays, et par la suite Maduro a pris le pouvoir de manière illégitime en écartant ses opposants et en faisant erreur sur erreur? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui lisent un petit peu la presse vite fait, qui regardent un petit peu la télé et qui pensent cela. Oui, alors ce qu'on peut concéder, c'est que au Venezuela, comme partout d'ailleurs, les gouvernements font des fautes, des erreurs, quelquefois se dirigent dans des mauvaises directions, et quelquefois il y a de la corruption. Vous savez qu'en France, tout à fait récemment, un ancien ministre, et pas le moindre, un ministre de l'Intérieur de Sarkozy, vient d'être condamné à 1 an de prison ferme. Donc ça existe partout. Et il n'y a pas de raison que le Venezuela soit un pays idyllique dans lequel il n'y aurait que des réussites et puis des gens qui seraient des saints, des surhommes. Donc tout ça existe. Il peut y avoir des fautes, des erreurs et de la corruption. Cela dit, ce qui existe aussi et qui à mon avis est beaucoup plus grave, c'est que en fait il y a un désastre économique qui est organisé à la fois par les industriels et par les oligarchies vénézuéliennes, soutenues par les USA qui ont pris toute une série de mesures en vue d'étrangler le commerce et toutes les transactions financières avec le Venezuela. Donc le Venezuela souffre d'une sorte de blocus qui ne dit pas son nom et qui fait que les gens souffrent aussi et n'ont pas ce qu'il faudrait quelquefois pour vivre dignement, alors qu'effectivement ils sont assis sur des puits de pétrole immenses. Moi j'ai vu au Venezuela des hangars immenses gardés par des véhicules militaires surmontés de mitrailleuses. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? À l'intérieur il y avait des centaines de militaires qui mettaient dans des sacs en plastique des provisions, du riz, des pâtes, de l'huile, des choses comme ça pour distribuer à la population, parce que les magasins sont vides, parce que les magasins sont vidés volontairement. Donc il y a un sabotage économique, un sabotage de la distribution des vivres qui est organisé. L'idée c'est que si les gens souffrent, bien ils vont se révolter contre le gouvernement bolivarien. C'est un pari qui avait fait avec Cuba il y a déjà 50 ans, ça n'a pas marché. Là il le retente encore. Mais je veux vous dire aussi que j'ai vu dans des manifestations à Caracas une banderole qui à mon avis résume tout et qui disait alerte peuple, le problème n'est pas Maduro, le problème c'est notre pétrole.
Je crois que là, tout le monde a compris qu'en fait, les États-Unis ne peuvent pas supporter de voir que la première réserve de pétrole au monde soit à leur porte et qu'en fait, ils ne puissent pas s'en servir comme ils le faisaient auparavant. Vous savez qu'un économiste a calculé que si le Venezuela avait utilisé l'argent du pétrole depuis qu'ils ont du pétrole, c'est-à-dire depuis les années 1920, je crois, comme nous l'aurions utilisé en France, le Venezuela aurait le niveau de vie de la Suède. Or, le Venezuela est un pays du tiers-monde. Le Venezuela est un pays pauvre, et quand Chavez est arrivé au pouvoir en 1998, il y avait encore de l'analphabétisme. Vous savez peut-être que à cette époque, on pouvait naître, vivre et mourir dans un bidonville de Caracas sans jamais avoir vu un médecin. Parce que les médecins de la ville étaient trop chers et parce que de toute façon ils montaient pas dans les bidonvilles. Il a fallu que les médecins cubains arrivent, qui s'installent dans les bidonvilles pour qu'en fait les pauvres des pauvres, les plus pauvres, puissent avoir accès à la santé. Donc le gouvernement de Chavez puis de Maduro ont apporté au Venezuela l'éducation pour tous, l'alimentation quoi qu'on dise, la santé et des logements. Ils ont fait aussi des dizaines de milliers de logements. Et puis il faut voir aussi parce qu'on peut toujours et encore répéter les erreurs peut-être, mais enfin, le niveau de pauvreté en quelques années a baissé de 46% à moins de 30%, donc c'est quand même des choses qui sont considérables. Il faut tenir compte que derrière ces chiffres-là, eh bien, il y a des gens qui vivent. Alors, la dépense sociale, excusez-moi. Oui, la dépense sociale, elle a augmenté de 60%, c'est de la dépense pour la vie des pauvres. Alors, est-ce qu'il fallait que Chavez et Maduro donnent moins aux pauvres et investissent plus? Peut-être, mais c'est pas le choix qu'ils ont fait. Et même quand le prix du baril de pétrole s'est effondré, eh bien, Maduro a fait le choix de ne pas diminuer les prestations sociales. Alors c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que la situation est difficile au Venezuela. D'accord. Et dans ce que vous mentionnez, vous l'avez pas dit, mais il y avait aussi la délinquance qui avait beaucoup baissé parallèlement pendant des années et des années, même si elle a peut-être augmenté récemment suite forcément à la grave crise économique que traverse le pays. Ce que vous avez dit par rapport à l'alliance entre les États-Unis d'un côté et la droite, voire l'extrême droite vénézuélienne de l'autre, pour effectivement renverser Maduro et surtout créer une crise économique un peu artificielle, même très artificielle, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé dans d'autres pays d'Amérique du Sud, non? Oui, bien sûr. En fait, de tout temps, vous savez bien que l'Amérique du Sud a été ce qu'on appelait l'arrière-cour des États-Unis, et les États-Unis ont provoqué des putschs, en général des putschs militaires qui installaient des dictatures, un peu partout en Amérique latine. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont échappé à ça. Et donc c'est en fait les États-Unis ne supportent pas de voir tout près le sous-continent qui serait un sous-continent indépendant et qui récupérerait ses richesses parce qu'il y a des richesses dans ces pays-là. Et donc c'est l'oncle Sam qui fait la loi et puis il le fait de manière brutale avec un cynisme terrible parce que chaque fois il va nous expliquer que c'est pour restaurer la démocratie. Mais si les États-Unis veulent intervenir militairement pour restaurer la démocratie, moi je leur conseille de commencer par l'Arabie Saoudite ou par le Qatar et puis même par le Maroc s'ils veulent. Et puis il y a des choses à faire de ce côté-là. Mais le Venezuela est un pays démocratique, il a toujours été. Maduro est un démocrate. Moi, pour tout vous dire, quand en 2002 Chavez a été renversé par un putsch militaire qui a duré moins de 48 heures, ça a été le putsch le plus court de l'histoire de l'Amérique latine. Et quand il est revenu au pouvoir, il n'a pris aucune sanction contre ceux qui avaient fait le putsch. Les journaux qui avaient organisé le putsch, qui n'avaient pas fait simplement qu'écrire, mais qui l'avaient organisé, qui avaient tenu des réunions préparatoires au putsch, n'ont subi aucune sanction et ont continué à apparaître. Je pense notamment à Radio Caracas Télévision, dont on a dit pendant longtemps en France mensongèrement qu'elle avait été fermée. Elle n'a jamais été fermée. Et moi j'ai écrit un livre sur un roman policier bolivarien qui s'appelle Rouge, les collines de Caracas, sur cette affaire-là. Et j'ai lu un article du Los Angeles Times, c'est un journal américain, qui disait que si Radio Caracas Télévision était une télévision américaine, elle aurait été fermée, son patron aurait été en prison. Eh bien, là-bas, rien ne s'est passé. La télé n'a pas été fermée et son patron continue à être propriétaire de cette télévision-là et puis d'autres, d'ailleurs, organes de presse. Donc, on vient de me dire que c'est une dictature
dictature, moi je trouve que quelquefois ils ont la main un peu molle. J'espère d'ailleurs qu'avec Juan Guaido, ça va pas se passer comme ça, et que quand il faudra le faire rentrer dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un, dans un pays, quel qu'il soit, fasse comme ça un putsch et un appel à l'insurrection populaire et à l'armée. Voilà. Très bien. Eh bien, je crois qu'on y voit un petit peu plus clair. Maxime Vivas, merci beaucoup pour vos réponses et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.